Bonjour Ronan, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine. Alors Ronan, tu as plus de 15 ans d'expérience dans des entreprises comme Retis ou encore Anixo et tu as un taux de transformation de 80% à partir du moment où tu détectes une opportunité. Donc c'est un très bon taux, notamment parce que tu arrives bien à te positionner en amont des appels d'offres. Donc merci beaucoup à toi de venir nous expliquer comment tu fais. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, nous expliquer ce que tu fais chez Anixo? Je revends des infraréseaux sécurisés, donc je réponds aux besoins métiers des entreprises d'échanger des données telles que la voix, les images, les logiciels métiers. Aujourd'hui, après 15 ans d'expérience, je travaille sur une cible de TI et de grands comptes régionaux sur des projets allant de 50 à millions à 2 millions d'euros. Donc sur ce segment et pour de tels projets, les cycles de vente sont assez longs, en général plus d'un an. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu fais pour avoir un aussi bon taux de transformation? Donc pour travailler en amont chez les clients, je travaille souvent sur le mode d'atelier de co-construction. Donc j'essaie d'obtenir un premier rendez-vous dans lequel je vais découvrir les enjeux du client et ensuite d'aller vers un atelier de co-conception d'une solution. En général, dans la première phase de découverte, je demande au client de se confier, de partager ses enjeux. Au lieu de présenter moi mon entreprise et tout ce que je peux avoir à vendre, je vais plutôt travailler sur cette phase-là d'échange. On s'aperçoit que le client, il aime bien quand il nous reçoit plutôt qu'on lui déballe tout ce qu'on peut avoir à vendre, tomber sur quelqu'un qui va l'écouter. Quels sont vos problèmes en ce moment? Quels sont vos enjeux pour demain? Oui, tu as une astuce du coup pour l'amener à se livrer justement sur ça? Alors, en début de toutes mes présentations, alors on travaille tous de plus en plus en PowerPoint. Aujourd'hui, c'est vrai que je m'en sers comme trame, j'aurais du mal à m'en passer, même si en final, on dérive énormément de la trame. Hein. Au lieu de présenter ma société en premier, j'illustre ce que j'ai pu faire comme découverte en amont du rendez-vous sur le client. Donc, ce que je peux trouver sur les réseaux, sur son site web. Et j'essaie de le lancer sur 2 ou 3 sujets d'actualité, d'enjeux de sa société, de son segment de métier, pour qu'il me parle de lui. Puis après, une fois qu'il commence, des fois, au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, en fait, j'ai pas commencé à parler de mes solutions et de mes produits. Ça m'intéresse parce qu'il va aller bien souvent au-delà de ce qu'il m'aurait dit si jamais il m'avait vu comme simplement un intégrateur réseau et sécurité. Il me parle donc de ses métiers, de ses douleurs, de ses soucis. Je me permets même de lui demander qu'est-ce qu'un nouveau partenaire, parce que vous m'avez parlé de vos partenaires actuels, pourrait vous apporter. Ça, c'est ma question balai que je pose à chaque fois à la fin de la D'accord. présentation du client. Pourrait vous apporter qu'un de vos partenaires actuels ne vous apporte pas? Et c'est surprenant les réponses qu'on peut avoir. Bien souvent, le client vous parle même de son insatisfaction sur ses partenaires actuels. Ce qui n'est pas forcément ce que moi je recherche, mais en tout cas, en me parlant de ses douleurs et de ce que je peux lui apporter, j'ai juste qu'à suivre ses recommandations. Je me souviens même, pour anecdote, d'un client qui me reçoit, qui est aujourd'hui un de mes plus gros clients, qui me reçoit parce que son patron lui a refilé notre rendez-vous et en fait il me dit bonjour, moi j'ai rien à vous dire, on m'a appris ce matin que je devais vous recevoir. Je l'ai lancé comme ça, à parler, et au bout d'1 heure, je n'avais toujours rien dit et on avait créé une relation par mon écoute, je pense, en tout cas, si c'est le secret que tu me demandes, je pense que c'est par mon écoute. Il s'était senti à l'aise pour parler. Du coup, j'avais détecté déjà, moi, 2 ou 3 opportunités pour l'année à venir. Donc la question déjà, qu'est-ce que je pourrais vous apporter? Qu'est-ce qu'un nouveau partenaire pourrait vous apporter qu'il ne vous ait pas déjà apporté par d'autres? Ça, c'est la dernière. Avant, déjà, il m'a parlé de ses enjeux d'entreprise, pas de ses enjeux informatiques, pas ses enjeux logiciels ou métiers, mais des enjeux de l'entreprise et ensuite, en effet, des enjeux métiers de l'entreprise. Et après, en dernier, c'est les enjeux d'infrastructure. C'est ce qui m'intéresse le moins. Parce que si je réponds à des enjeux d'infrastructure, il va me demander un devis pour un switch. Alors que s'il me parle d'un enjeu d'entreprise ou d'un enjeu métier, je vais répondre avec des solutions et non pas des produits. On peut se retrouver avec le sketch de l'ascenseur, avoir 30 secondes pour se présenter envers un responsable que l'on croise. Et si on connaît rien des enjeux d'entreprise, on va lui dire je suis un intégrateur réseau et je vends des switches et des firewalls. Et là, le mec il dit bon courage, monsieur. Ouais, c'est sûr. Ok, très clair. Et alors ensuite, tu essaies d'organiser un atelier. Oui, bien souvent, les intégrateurs répondent à une consultation et ils ont déjà l'idée de ce qu'ils vont vendre aux clients. Donc, ils sont vraiment dans le rôle de commercial. J'aime d'ailleurs pas trop ce nom qu'on donne, commercial, ça fait vendeur de tapis selon moi. Et j'essaie de me positionner vraiment dans un autre rôle d'animateur aussi bien de mon équipe que de chef d'orchestre de la relation client. Et donc, si le client il sait ce qu'il doit vendre, il va orienter le client, puis il va voir que le commercial il est plutôt maqué avec tel ou tel constructeur, parce que dans notre domaine, il faut absolument enregistrer les deals auprès des constructeurs pour avoir les meilleures conditions financières. Et donc, c'est un petit peu une course où on s'aperçoit que tel intégrateur il est plutôt maqué avec tel éditeur et tel constructeur. Du coup, ça marche 1 fois, 2 fois, puis le client après il se rend compte, il dit tiens, celui-là il travaille avec un tel, celui-là il travaille avec un tel. Et moi, ma façon de faire, et je pense que mes clients aujourd'hui me reconnaissent pour cela, c'est de travailler en effet en amont en disant qui sait mieux que le client qui connaît ses besoins? Le client.
Par contre, qui c'est qui a la connaissance sur la façon d'y répondre? Mes consultants. Donc, on les réunit et on fait un atelier de co-construction. Donc moi, je prenais l'exemple de la boîte de Lego. Hein. Si on dit que chaque constructeur a une boîte de Lego, je les mélange tous sur la table de jeu et on regarde avec le client qui connaît lui ses besoins et ses enjeux, quels sont les meilleurs Lego qui vont nous permettre de construire la meilleure infrastructure en réponse à ses besoins. Et ça, ce sont des ateliers qu'on fait ensemble. Alors, on en fait peut-être un premier qui va être en mode descendante d'information, de lui transmettre un petit peu de nos connaissances sur les différents jeux de Lego. Et après, un deuxième d'assemblage, où là, on arrive aussi avec des prix, parce que la notion de prix et de budget est importante, pour que, en ayant la connaissance des prix et des qualités des produits des uns des autres, on construise et on assemble une solution en amont de la consultation. Une fois que le client a choisi la solution qui convient mieux, on peut faire des workshops et lui montrer la solution. Mais c'est plutôt vraiment, une fois qu'on sait que telle solution apporte tels avantages et tels inconvénients, on dit tiens, ça je prends cette solution. Et on sait que tel complément apporte tel avantage. Donc on assemble des éléments pour construire quelque chose qui est virtuel, parce qu'aujourd'hui on parle de serveurs virtuels dans notre domaine, de machines virtuelles, donc tout est complètement virtualisé. Du coup, c'est des explications en fait. Tu donnes des explications sur un panel de produits. Tu te positionnes vraiment en tant qu'expert, si je comprends bien, en disant voilà les avantages et les inconvénients par rapport à ce que vous êtes en train de m'expliquer. Alors moi personnellement, je me refuse de le faire. Je montre au client que j'ai la compréhension de ses enjeux, de ses besoins, et que j'ai la connaissance, on va dire, générale des solutions. Et c'est pour ça que je disais que je faisais intervenir des consultants, parce que si moi je commence à faire le métier de consultant, alors que j'ai des consultants qui sont spécialisés sur chaque type de solution, des fois j'ai besoin d'amener plusieurs consultants, mais faire le travail 10 fois moins bien de gens qui sont experts dans le domaine. Donc j'ai la chance, en étant sur des affaires importantes, de pouvoir solliciter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, des fois une cinquantaine de jours hommes consultants, parce qu'on imagine bien sur une affaire à 2 millions, on peut se permettre d'investir 50 jours. D'accord. Finalement, pour bien expliquer un atelier, du coup, ça se matérialise comment? C'est quoi la valeur ajoutée de faire un atelier par rapport à une réunion classique? C'est le client qui va dire, oui, moi j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, telle solution elle apporte ça, telle solution elle apporte ça, telle solution elle apporte ça. Moi, par rapport à ma connaissance de l'entreprise et à ses besoins, par rapport à mon architecture actuelle, il ne s'agit pas de faire un bing bang, il faut toujours prendre en compte l'architecture actuelle du client. Je pense que c'est cette solution-là qui me conviendra le mieux. Et là, moi, je peux me permettre d'aller voir le constructeur pour dire, et le constructeur savait aussi comment je travaille avec un client, on a choisi ensemble cette solution pour construire son architecture de demain. Et là, l'éditeur aussi, il sait que j'ai travaillé. Il sait que j'ai travaillé en amont et que je lui ai fait quelque part un petit peu même de son travail, parce que les éditeurs essaient de détecter les projets. Et quand on apporte un projet qui n'ont pas été détectés, qui n'est pas encore connu sur le marché, il n'y a pas de discussion à avoir et je sais que j'aurai des bons prix pour répondre en plus de façon performante sur cet item-là au client. C'est ce que j'allais te poser comme question, parce que du coup, donc contrairement à certains de tes homologues, toi tu te dis, je m'ouvre la porte à tous les produits finalement. Bon, peut-être que tu finis par les connaître et qu'il n'y en a pas non plus 150 000, mais en tout cas, je laisse la porte ouverte sur une grande gamme de produits parce que c'est les clients qui va décider en fonction des explications que je lui donne et tout de son besoin. Mais du coup, peut-être que je vais avoir pas énormément de volume avec un seul fabricant et donc je vais avoir des prix plus élevés et moins de marge. Mais peut-être que je vais gagner plus d'affaires avec les clients du coup. Oui, et puis en même temps, si j'ai un bon taux de réussite, les constructeurs le savent. Hein, et s'ils savent que quand j'arrive avec un projet, je vais avoir un bon taux de réussite, ils vont être aussi motivés à travailler avec moi. Et si on travaille tout le temps avec le même constructeur, on ne challenge plus les constructeurs. Et pour eux, c'est acquis qu'on travaille avec eux. Donc, ils vont pas, eux aussi, se bouger pour apporter les bons prix et apporter les compléments que je vais leur demander sur un gros projet. Ils te mènent pas trop la vie dure en termes de prix s'ils voient que tu es multi-fabricant. Surtout s'ils voient que je leur apporte un bon taux de réussite et que je connais mon métier, je connais mes clients. Oui, tu leur fais moins perdre du temps en fait, parce que tu les sollicites moins souvent, mais en général, après, ça transforme plus. Tous les jours, ils ont des intégrateurs concurrents qui vont leur dire tiens, je connais ce client, j'ai un projet là-dessus, alors qu'ils l'ont à peine travaillé, à peine détecté. Du coup, ces intégrateurs, ils vont aussi perdre dans le temps en crédibilité vis-à-vis des éditeurs, dans le temps et les moyens que l'éditeur va aussi apporter à l'intégrateur pour répondre à un projet. Une fois que toi, tu es dans les petits papiers du client, une fois qu'il a envie de passer avec toi, tu es aussi en position de force pour négocier un prix. Ils peuvent pas te faire non plus un prix toujours plein pot alors que ils savent que c'est toi qui vas remporter l'affaire. Et à l'inverse, un intégrateur qui travaille toujours avec le même constructeur et qui, quelque part, se fait soudoyer avec des restos ou des cadeaux, va avoir une marge de manœuvre très, très limitée avec le dit constructeur ou éditeur. Du coup, est-ce que ça t'arrive d'être consulté, mais de pas avoir vu l'affaire avant? Du coup, j'imagine que oui. Et qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? Est-ce que tu réponds quand même? Tous les jours, on trouve en effet des clients qui sortent des consultations et qui souhaitent avoir des réponses.
pour challenger leur partenaire actuel. Si on n'a pas travaillé en amont, 90% du temps, ils vont reconduire leur partenaire actuel dans le domaine. Un client qui souhaite que j'investisse sur un projet qui va nécessiter d'investir au moins 5 jours de consultant pour construire une réponse, il va devoir, lui, par contre, me convaincre que j'ai quelque chose à lui apporter. Je vais pas lui répondre non de façon vexante ou cassante, mais je vais lui demander là réellement qu'est-ce que moi j'ai à vous apporter, qu'est-ce que vous attendez de moi. Et s'il me dit rien, un prix, je dis oui, je peux vous donner un prix pour vous faire plaisir et pour challenger votre partenaire si c'est ça que vous voulez, mais pas investir du temps pour construire une réponse. Ouais, donc c'est vraiment la transparence, quoi. T'essayes vraiment de réussir à avoir une relation de transparence avec le client. C'est pour ça que j'aime pas le mot commercial, parce que dans le mot commercial, il y a un peu un jeu où on peut même se permettre de mentir. Et moi, je pense que la franchise dans une relation durable avec un client est un élément indispensable. Après, ça dépend, parce que si tu pars du principe que dans le mot commercial, justement, on renvoie à tout ça, une relation de confiance, répondre à un besoin, tout le contraire de vendre du sable dans le désert, qui aujourd'hui, de toute façon, fonctionne plus. Du coup, c'est un beau nom, un beau métier. C'est l'art de faire du commerce. Oui, mais il restera toujours l'aspect péjoratif du mot commercial. Lorsque moi, je me présente facilement auprès d'un client, sous le terme de chef d'orchestre de la relation client, parce que je lui dis voilà, moi je comprends. Mon métier, c'est de comprendre vos enjeux, de comprendre les solutions qui vont y répondre, mais c'est tout. C'est pas de construire les solutions qui sont construites par des professionnels, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Le client le comprend très très bien. Écoute, super, merci beaucoup pour ce beau témoignage de commercial, voilà, qui est hyper intéressant sur comment se positionner finalement en business partner avec son client. Et comment se mettre vraiment dans ses chaussures, comme on dit, de son côté, pour pas lui positionner le produit qui nous arrange, mais vraiment le produit que lui a choisi finalement, et sans aider à la pression derrière des fabricants. Écoute, un grand merci Ronan de nous avoir expliqué ta façon de faire, hyper intéressante. Merci, j'apprécie beaucoup la démarche et l'idée, donc je vous souhaite une bonne réussite. Merci, à bientôt Ronan, au revoir. Au revoir.